Si on reste vigilant, il ne peut pas nous passer. Si on est agressif. And working together. Et si on travaille One ensemble, support each other. avec un bon appui à chacun. Thank you. So now, it's done? So go down. Ah, pour démonter, c'est plus facile. Let's go. Avez-vous des questions encore? Avez-vous des questions avant qu'on peut? Avez-vous des questions? Okay, I just asked if they had any questions. Definitely, as I was telling to my good friend here, we have a full commitment with the protection of the citizens from DRC and all soldiers that are deployed here. They are here outside our bases because they are ready to die, if necessary, to protect the population from this country. I was not here last year. I arrived here in the beginning of March. And I can assure you, I'm not here to run away. If any illegal armed groups try to defeat us, we will face them. That MONUSCO has mandated to support FRDC. When FRDC say, we are fighting and we need your help, we will be here in order to support FRDC and only FRDC. Confions qu'ensemble, nos forces peuvent bloquer toute tentative de M23 d'attaquer la population de Goma ou de Sake. As now as we saw the level of the positions of MONUSCO. Maintenant, vous avez vu le niveau de préparation de nos forces. We have to do the same about the FRDC positions and we are here to support you. Okay. Vous allez renforcer aussi vos positions. Et nous sommes ici pour vous aider. Together we will be always stronger. Yes, nous serons toujours plus forts. Conférence de presse ou point de presse, moi j'appelle ça une rencontre amicale. Je vous ai convié à ça pour vous donner les premières conclusions partielles. Et les premières conclusions partielles qui m'ont été remises par le service font état de ce que pendant cette période-là, il a été d'abord l'objet de la mission. Il était question de contrôler, identifier les unités flottantes, comme je le disais. Il fallait procéder au recensement du personnel navigant. Et il fallait identifier les unités faisant le transport mixte et naturellement, il fallait faire rapport. À ce jour, les constatations sont les suivantes. Du contrôle et de l'identification des unités flottantes, concernant les unités avec coque en acier, il a été procédé à l'identification de 246 unités avec coque en acier et on a contrôlé dont 159 en barge et 87 pousseurs. Parmi ces 37 sont renseignés comme n'ayant pas fait l'objet de la mise en cale sèche. Mise en cale sèche, en français simple, c'est le contrôle technique. Vous n'êtes pas rentré dans trop de technicité, je voudrais rendre ça comme ça. En ce qui concerne le contrôle et l'identification du personnel navigant, 180 personnels navigants ont été identifiés et contrôlés, dont 17 non matriculés par l'administration. Parmi ces personnels, 19 sont renseignés comme n'ayant pas revalidé leur titre de capacité professionnelle et 60 sont renseignés comme ne détenant pas les titres de capacité professionnelle à bord. S'agissant du contrôle et de l'identification des unités en fibre, 19 canons ont été identifiés et contrôlés et aucun n'a été relevé comme ayant des problèmes particuliers. En résumé, à l'issue de ces contrôles-là,
concernant les unités flottantes avec coque en acier, l'administration et les ministères des Transports ont décidé de la mise en cale sèche des 37 unités qui ont été renseignées comme n'ayant pas respecté la périodicité de la visite du slipway. Concernant les embarcations en bois, sur le 162 qui ont été identifiés, malheureusement, il y a 102 qui n'ont pas de titre. Et les mesures qui vont tomber, ce sont les mesures d'interdiction. Et pour cela, il y a un arrêté qui est déjà signé, nous allons rendre public. Concernant le personnel navigant, nous allons interdire pour un temps à ces personnels qui ont été identifiés avec certaines irrégularités, dont 17 personnels navigants non matriculés par l'administration, c'est-à-dire ne sont pas reconnus, 19 personnels navigants mais n'ayant pas revalidé les titres, c'est-à-dire ils ont des titres qui ont expiré, et puis 60 sont renseignés comme ne détenant aucun titre. Donc, ce sont les conclusions partielles de la mission que nous avons lancée pour faire face à ces phénomènes. Et comme vous le savez, lors de la 15e réunion du Conseil des ministres tenue le 12 octobre, le 13 octobre 2023, il a pris à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa communication, de nous rappeler l'importance qu'il y avait de continuer la lutte contre ces phénomènes afin de mettre fin à ces accidents récurrents. Dans sa communication, le président de la République avait insisté à ce que, outre les mesures qui existent, que nous puissions voir comment obliger les armateurs à souscrire à une assurance responsabilité civile, c'est-à-dire en cas de naufrage, donc on puisse obtenir l'indemnisation des familles des victimes par les sociétés d'assurance. Mais aussi, à notre niveau, comme il y a déjà un arrêté qui existe sur la question, nous avons renforcé les mesures. Et dans un premier temps, j'avais instruit à mon secrétaire général de prendre une circulaire, comme j'étais absent, pour rappeler toutes ces mesures-là. Et parmi ces mesures-là, je tiens encore une fois de plus à rappeler l'obligation de doter le bateau, toutes les unités flottantes, des bouées, des gilets de sauvetage pour tous les clients, pour tous les passagers. Mais nous avons également pensé que les armateurs sont des civilement responsables. Et comme à leur niveau également, il est fait l'objet de certaines négligences, nous avons pensé que ces armateurs-là doivent être passibles de ce qu'on appelle l'infraction d'homicide volontaire. J'ai longuement discuté de la question avec son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, et nous avons eu un premier cas avec le cas qui s'est déroulé en Mbandaka. Même si l'armateur et le commandant étaient en fuite, mais tous les proposés qui étaient là avaient été retenus. Je vais tout à l'heure vous communiquer le numéro du dossier RMP qui avait été ouvert au parquet de Mbandaka à cet effet. En résumé, sur le contrôle que nous avons fait, pour tant soit peu normaliser ce secteur-là, pour remettre l'autorité de l'État, pour donner un signal fort, nous sommes en mesure, ou nous sommes donc obligés de prendre un arrêté devant interdire à 102 embarcations en bois qui flottent sur le fleuve Congo sans titre. Et j'allais même ajouter, ni droit. Quand vous n'avez pas de titre, vous n'avez pas de droit. Nous allons mettre les noms de toutes ces unités-là à votre possession. Nous serons obligés d'interdire les navigations momentanées au personnel navigant qui, d'aucuns n'ont pas de titre et d'autres n'ont pas dû revalider leur titre. Et c'est là pour leur permettre de régulariser leur situation. Mais dans l'entretemps, il vous souviendra que j'avais annoncé par la voie des ondes, en ce qui concerne particulièrement les embarcations en bois, la réglementation existe et elle est claire.
La réglementation voudrait que toutes ces embarcations en bois-là puissent circuler avec le feu de positionnement. Malheureusement, la plupart ne respectent pas les règles du jeu. 2, il est interdit à toutes les embarcations de bois de quitter le quai la nuit. Malheureusement, c'est ce qui se fait suivant. Et les informations en notre possession font état, cette situation est facilitée ou favorisée par certains services œuvrant au niveau des frontières, notamment au niveau des ports. À cet instant précis, j'ai pris un courrier que j'ai adressé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, en ce qui concerne les éléments relevant de son secteur qui œuvrent au niveau des ports, du port des quais, et aussi à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne aussi les éléments relevant de son secteur et les contenus leur est réservé. Je tenais à faire ce point tout simplement parce que les statistiques en ma possession ont démontré qu'au cours de cette année, on a perdu plus de 644 compatriotes à la suite de ces accidents et que 88% des naufrages sont causés par les embarcations en bois. Vous me demanderez, mais ce n'est pas assez. Moi, je dis c'est beaucoup parce que le travail continue. Nous allons identifier toutes les unités flottantes. Ce qui est fait aujourd'hui, ce sont les unités qui desservent l'axe Kinshasa. Il y a d'autres unités qui opèrent et le travail va se poursuivre. Il est temps de donner un signal fort. Il est temps de démontrer à nos compatriotes que l'État ne les a pas abandonnés. Parce que nous, l'État, nous avons l'obligation d'assurer la protection des personnes et de leurs biens d'où ils se trouvent, surtout en matière de transport. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. C'est moi ici particulièrement, nous avons connu 3 ou 4 cas qui ont défrayé, qui ont été passés dans les réseaux sociaux, mais on n'est pas resté indifférent. Un travail comme ça, c'est un travail de fond. Et même le rapport que je présente là, c'est un rapport à mi-parcours. Au moment opportun, nous allons revenir pour présenter les rapports globaux. Donc retenez qu'il y a des unités dont je vais mettre les noms à votre disposition qui sont interdits d'activité sur le fleuve Congo. Et il y a même le personnel, commandant, capitaine, qui n'ont pas les titres requis ou qui n'ont pas revalidé leurs documents pour œuvrer. Mais aussi au niveau du gouvernement, il y a nécessité de former ces personnels-là. J'ai échangé tout à l'heure, avant ces points de presse, ou cette rencontre amicale avec la presse, j'ai échangé tout à l'heure avec le représentant du secteur, je crois qu'ils sont là, j'ai échangé. Nous avons convenu de mettre en place, dans une sorte de partenariat, de mettre en place une commission qui va pouvoir chercher à examiner chaque question spécifiquement pour qu'ensemble, nous soyons à mesure de trouver des réponses appropriées. Et le problème principal qui m'a été posé par mes partenaires exploitants, c'est notamment comment faire pour assurer la formation des personnels navigants. Et nous avons convenu de recourir à l'association qu'on appelle SICOS, à laquelle nous appartenons, pour vite assurer la formation de ces personnels-là. Mais dans l'entretemps, nous sommes en train d'explorer la possibilité de voir avec le ministère d'Emploi ouvrir au niveau de l'INPP une filière de formation de nos compatriotes qui servent le pays dans ce secteur-là, pour que les vétérans qui sont retraités au niveau de l'ONATRA et d'autres services, qui ont encore la compétence, qui ont le profil requis pour assurer la formation. Concernant les embarcations en bois, il ne s'agit nullement d'un acharnement contre ces sous-secteurs. Il est plutôt question de remettre de l'ordre et même de crédibiliser les exploitants de ces secteurs-là. Voilà pourquoi nous avons dit les embarcations en bois qui sont encore dans les délais, c'est-à-dire qui ont moins de 5 ans d'existence, mais qui ne se sont pas livrés au contrôle requis, au contrôle, je dirais, régulier requis. Donc nous leur avons donné un délai, je crois, de 60 jours, si je ne me trompe pas, de 60 jours, pour qu'ils puissent se conformer à cet exercice-là de régulariser le contrôle. Donc l'idée ici
c'est de sauver la vie de nos compatriotes, c'est de lutter contre ces accidents récurrents sur le fleuve Congo, mais aussi et surtout d'assurer la sécurité et la sécurité et la sûreté fluviale avec comme idée en filigrane de normaliser, de crédibiliser. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'embarcation en bois, les gens ont comme l'impression, non, je l'ai dit lors de l'émission que j'ai fait dernièrement, les embarcations en bois n'existent pas qu'en République démocratique du Congo. Elles existent un peu partout. Que ce soit dans le pays du tiers-monde, dans les pays sous-développés, nous avons ces embarcations en bois, mais la question ici consiste à encadrer le secteur parce que c'est une partie du secteur d'activité économique, parce que ces gens-là, ils payent les taxes, ils payent les redevances, donc ils ont droit à être protégés, mais aussi l'objectif ici, c'est de sauver la vie des citoyens et de sécuriser, de crédibiliser, de normaliser l'exercice de nos compatriotes qui œuvrent dans ce secteur-là. Voilà les quelques précisions que je voulais donner sur cette question-là pour que vous en assurez l'âge diffusion, comme on dit chez vous. Et j'ai dit la cause, c'est le non-respect de la loi. Je ne peux pas dire individuellement c'est l'armateur qui est responsable. La cause, c'est le non-respect de la loi. Que dit la loi? Je parle spécifiquement d'abord des embarcations en bois, sans m'attaquer à ces. Quand l'embarcation, vous avez une capacité de 200 tonnes, eh bien, restez sur 200 tonnes. Quand vous êtes sur 200 tonnes, vous allez à 300 tonnes, vous allez à 400 tonnes, et vous êtes sur du bois. N'est-ce pas que là, déjà, il y a des prédispositions à avoir des accidents de ces gens-là, pour ne pas dire à tuer les gens. Voilà pourquoi moi je dis que la responsabilité, il faut le mettre sur le compte du non-respect de la loi. Et sur le plan de responsabilité personnelle, nous avons un commandant, nous avons un gérant et nous avons aussi le commissaire fluvial, avec des personnels qui n'ont rien à voir avec la navigation qui interviennent. Et c'est sur ces points-là que nous voulons remettre de l'ordre. Quant à la perturbation de la circulation, je ne pense pas qu'on va perturber la circulation. Tout simplement, dans la vie, des fois, nous avons des choix à opérer. Quel est le choix que vous faites? De continuer à perdre les concitoyens, de chaque fois avoir les journées de deuil national avec le drapeau en vert, ou de sécuriser. Et il en va aussi de la responsabilité de nos concitoyens aussi. Nous ne parlons que des armateurs ou des gérants ou des commandants, mais pourquoi ne parlons pas nous-mêmes de nos concitoyens? Comment trouvez-vous normal? Rien qu'à voir, si je vous amène, vous tisse ici vers le fleuve, vous-même pouvez dire que ça, je ne peux pas monter. Mais nos concitoyens eux-mêmes montent. Et ils disent même accepter de prendre le risque. Mais c'est une question de responsabilité. Le gouvernement, comme je l'ai dit, a la responsabilité de protéger les citoyens et leurs biens. Et nous prenons des mesures dans ce sens-là. Il y a des démarches que nous sommes en train de mener, parce que la démarche gouvernementale ne s'arrête pas seulement à prendre des mesures d'interdiction, mais nous devons songer aux mesures palliatives. Et j'ai annoncé à la représentation des exploitants du secteur quelques mesures que nous sommes en train d'envisager pour qu'ensemble, nous soyons à mesure, tant soit peu, d'apporter la réponse à ces secteurs. Mais les repas n'étant pas encore prêts, je ne voudrais pas me risquer de l'annoncer ici, sinon on risque de nous qualifier d'annonceurs, mais du moins, ils sont là à mes côtés, ils savent ce que nous envisageons déjà, pour tant soit peu. C'est vrai que la réponse ne sera pas hic et nunc, la réponse sera graduelle, mais nous y songeons déjà. Mais pour l'instant, je pense que déjà, quand on interdit les bateaux qui naviguent là sans titre, imaginez sans titre, et le personnel n'a pas de documents. Mais moi, je pense que c'est quand même des mesures qu'il faut saluer. Et le gouvernement étant suffisamment responsable, nous sommes en train de travailler. Et j'ai dit qu'il y a des bateaux, peut-être que vous n'avez pas suivi. Je parle essentiellement, ici nous parlons des embarcations en bois. Mais il y en a d'autres qui vont assurer les relais. Et donc, c'est vrai que dans cette catégorie, il y a une catégorie de nos populations qui prennent ces moyens de transport. Mais nous avons l'obligation, nous, gouvernement, de les sécuriser. Donc, le choix, il est là. Est-ce le choix de continuer à pleurer ou le choix de sécuriser? La réponse, elle est claire.
C'est le choix, c'est de sécuriser les gens. La réponse, elle est claire et elle est implacable. C'est celle-là la réponse. Vous avez bien dit que l'enquête est en cours. Et je voudrais quand même savoir, à ce niveau, combien de présumés responsables de ce naufrage sont déjà aux armes. J'attends le bilan officiel. Moi, je ne peux présenter que ce qui est officiel. Tout ce qui est rumeurs, suspicions, je ne peux pas m'hasarder sur ça. Donc, les services sont en train de travailler pour que je puisse avoir le rapport final. Donc, au moment opportun, moi, c'est que l'idée ici, c'est de ne plus parler des morts, hein, c'est de parler des mesures que nous sommes en train d'apprendre. Mais comme vous êtes friand des chiffres, je vais vous transmettre par les canaux obligés. En ce qui concerne le respect des mesures prises, mais nous avons des services. C'est pas pour rien que je vous dis que ces embarcations-là quittent le port la nuit. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire la journée parce qu'il y a des gens qui sont commis et qui font respecter la règle. Et je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ayant compris qu'il y a une certaine complicité de services qui n'ont rien à voir avec le transport, eh bien, je saisis depuis ce matin les autorités de tutelle de ces services-là pour qu'à leur tour, ils enjoignent à ces services-là de ne pas s'y mixer à ce qui n'est pas leur tâche. Donc, je viens de le dire. Donc, il faut noter que la journée, ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce qu'il y a des préposés, il y a un commissaire fluvial, il y a le chef de poste qui est là, qui disent non, vous ne pouvez pas. Eh bien, la nuit, il n'y a plus personne. Et à ces moments-là, qu'ils préfèrent quitter la nuit. Et surtout qu'ils quittent, comme je l'ai dit, sans faire de positionnement. Imaginez-vous une embarcation, fit-il pas en bois, qui embarque la nuit sans faire de vous imaginer. Et avec l'état du fleuve, avec tout ce que nous avons comme aléa, voilà pourquoi nous avons ces accidents-là. Et donc, la journée, les services sont là. Maintenant, nous devons prendre des mécanismes. Et les mécanismes, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai saisi les deux ministères qui sont censés gérer ces services-là, qui facilitent le fait de quitter le quai la nuit. Donc, nous venons de les saisir. Mais du moins, pour la journée, il n'y a pas de problème. Les services sont là. Mais nous avons quand même convenu avec les exploitants qui sont là de pouvoir approfondir la question, toujours autour des mesures d'encadrement pour que nous soyons vraiment sûrs, parce qu'il est aussi vrai, nous pouvons avoir des commissaires fluviaux, excusez-moi, je parle de réalité de notre pays, mais qui n'ont pas de profil. Il est là du fait de, comme vous pouvez imaginer, il est là parce qu'il est proche de tel ou tel. Alors c'est le travail aussi que nous sommes en train de faire, identifier tous ces commissaires fluviaux, en avoir finalement quels sont ceux qui ont le profil. Mais cela ne nous empêche pas, face à cette situation-là, de prendre des mesures. Cela ne nous empêche pas de prendre des mesures. Vous avez dit l'impact sur les trésors publics. Maintenant, l'impact le plus important, c'est de sauver la vie des gens. L'impact le plus important, c'est de sauver la vie des gens. C'est vrai, j'ai dit ici, je n'ai pas dit que ces navires-là ou ces embarcations-là ne vont plus flotter, je n'ai pas dit ça. Ils sont interdits le temps de régulariser leur situation. C'est ça la nuance. Je n'ai pas dit qu'ils ne fonctionneront plus jamais. Non. J'ai dit, pour l'instant, j'ai les données, je vais vous donner. La plupart d'entre eux, ou d'entre elles, si vous voulez, mais j'ai le tableau, je dirais, ils sont jeunes, parce que c'est fabriqué en 2020. Et la date de mise à flot, c'est 2021, 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Ils sont jeunes, la plupart. Elles sont jeunes. Mais, elles n'ont pas de titre. Nous avons donné du temps. Mais pendant ce temps-là, ils ne vont pas opérer. Le temps pour eux d'approcher nos services, de régulariser leurs services, de régulariser leur situation et de se soumettre aux conditions que nous avons données et pour qu'ils continuent leur activité. Donc je pense que vu comme ça, c'est une action qui est plus pédagogique pour normaliser le secteur, comme je l'ai dit. Donc, mais pour moi, l'impact le plus important, c'est de sauver l'eau. Parce qu'il n'y a pas une valeur plus supérieure à la vie humaine. Moi, j'en ai pas encore trouvé. Mais les plus diligents peuvent déjà, dès aujourd'hui, régulariser leur situation. Les plus diligents. Demain, on sera à mesure de les identifier. On sera à mesure de savoir qui conduit, qui est le commandant, qui est le capitaine. On sera, les plus diligents vont le faire. Ils vont le faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas, qu'ils ne puissent pas avoir un aussi grand impact sur le terrain. Je ne pense pas. Je pense pas. C'est juste une question de régulariser et puis d'évoluer. Merci Eric. Vous voulez savoir qui gère le port la nuit, mais vous connaissez la règle chez nous.
Souvent, moi, j'aime blaguer en disant, le soir, quand vous allez devant les bureaux de communes, le soir, on baisse les drapeaux. On baisse les drapeaux, c'est le problème que nous avons même dans nos frontières. Nous avons des frontières qui ne sont pas opérationnelles 24 heures sur 24. Vous serez d'accord avec moi. Ça veut dire que les commissaires fluviaux sont soumis à l'horaire du travail. Le travail commence à 8 heures et il prend fin à 16 heures. Il rentre chez lui. La nuit, il y a des éléments qui sont postés à la sécurité de la frontière, mais qui n'ont rien à voir avec l'activité du transport fluvial. Ils n'ont rien à voir. C'est à ce moment-là qu'il est tombé. Donc, d'ailleurs, ils sont là pour s'assurer que ces unités-là ne puissent pas quitter le port la nuit. Et malheureusement, c'est ce qui se fait malheureusement. Alors, je fais le relais avec votre deuxième question. Quelles sont les sanctions? Mais la sanction, elle est là. Tout à l'heure, j'ai parlé des enquêtes à la suite du naufrage qu'il y a eu en Bandaka. J'ai parlé des enquêtes qui ont été ouvertes au niveau du parquet. J'ai tout à l'heure dit dans l'arrêté que je vais renforcer l'arrêté existant pour dire que, d'une part, les armateurs qui seront rendus présumés auteurs, parce que c'est la présomption, seront rendus présumés auteurs de l'infraction de l'homicide volontaire, mais eh bien, il y aura des complices. La complicité, pour ceux qui connaissent les droits, c'est régi par la loi. Et donc, nous allons prendre toutes ces dispositions. Mais moi, je suis d'avis que, étant militaire, il y a des juridictions qui vont s'occuper de la sanction. Il y a toute une loi, l'arsenal, il y a le code pénal, chacun est soumis à son juge naturel. Bon, voilà pourquoi il y a les parquets pour ces choses-là. Et donc, la sanction, elle est là. Elle est là. Dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas marrer. Les sanctions sont là, mais peut-être qu'on ne l'applique pas. Les militaires sont soumis au code pénal militaire. Les civils sont soumis non seulement au code pénal ordinaire, mais il y a aussi d'autres peines sectorielles authentiques. Mais nous allons penser comment voir les impliquer. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que nous avons décidé de mettre en place une commission pour examiner toutes ces questions-là. Je ne dis pas que nous allons créer de nouveaux textes, mais nous allons peut-être définir les périmètres dans lesquels déférer ces personnes-là devant les instances habilitées à juger leur cas. Vous avez dit, je n'ai parlé que des embarcations en bois et en acier ne posent pas de problème. Je n'ai presque pas dit ça. Je suis parti d'un constat. Le constat aujourd'hui, c'est 88% des accidents sont du fait des embarcations en bois. Et je vous ai dit dans le rapport ici, il a procédé à l'enquête de quelques unités à coque en acier. On en a trouvé quand même quelques-unes qui n'avaient pas procédé à leur contrôle. Et j'ai dit, c'est là aussi, peut-être que vous n'avez pas suivi, j'ai dit que ces unités-là aussi sont obligées d'aller faire je parlerai simplement d'aller faire leur entretien, leur contrôle, parce qu'ils sont soumis à la réglementation, ils doivent faire leur entretien, si vous voulez, c'est une fois après 3 ans. Donc, ils sont également soumis. Et donc, pour l'instant, nous avons pensé que, comme des gros lots des accidents proviennent des embarcations en bois, il faut rapidement apporter une réponse dans ces secteurs. Ah mais non, mais j'ai dit c'est ouvert. Je disais tout à l'heure que mais ceux qui estiment qu'ils peuvent déjà régulariser leur situation, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'il y a de besoins, nous ne devons pas nous voiler la face, il y a le besoin de mobilité de la population, il y a le besoin d'assurer le déplacement. En principe, nous devions même aller plus loin. Nous devions aller plus loin en séparant le transport de marchandises au transport de passagers. On devait aller plus loin. Mais compte tenu de certaines contingences, compte tenu de certaines réalités et de nos fragilités, nous avons convenu seulement que pour ces exploitations-là, il faut d'abord respecter les tonnages indiqués. J'ai eu des discussions, je dirais très chaudes tout à l'heure, vous avez constaté. C'est-à-dire qu'il faut seulement respecter. En principe, on devait séparer. Mais pour l'instant, on n'est pas encore en mesure d'apporter cette réponse-là. Alors, la mesure basique qui peut sécuriser nos concitoyens, c'est que nous puissions respecter les tonnages indiqués. Et après le respect des tonnages indiqués, nous avons interdit ces embarcations en bois, comme je l'ai dit. Non pas, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas de titres requis. Ils n'ont pas de titres requis. Alors, il revient
à chacun des exploitants, parce que sur le plan de l'âge, je viens de le dire, nous avons dit qu'il y a plus vieux de 5 ans ne sont pas acceptés à opérer. Mais ce que je viens de voir dans le rapport, je vais vous donner ici. Je vais même citer quelques-uns. Je vais citer quelques-uns ici. Je ne peux pas finir cet échange amical sans citer quelques-uns. Je vais les citer. Alors, nous avons constaté, par exemple, ils sont jeunes. En termes d'âge, ils sont jeunes. Fabriqués en 2020, mis à flot 2021, nous sommes en 2023. Ça veut dire 2 ans. Nous avons dit, plus de 5 ans, vous ne pouvez plus exercer. Et là, dans le cas d'espèces, ils n'ont pas de titre. Et donc, ils rendent les conditions, je peux dire, les conditions de viabilité en rapport à l'âge. Ils ont. Il y en a. Maintenant, c'est la régularisation au niveau administratif pour l'identification effective des unités. Parce que chaque fois qu'il y a on ne souhaite pas qu'il y ait naufrage, mais en cas de problème, mais il faut d'abord identifier l'opérateur. Il faut identifier l'opérateur et les personnels. Il y a un principe dans ce secteur-là, mais moi ici je ne le partage pas trop, qui dit que l'armateur est représenté par le commandant et les gérants. Moi personnellement je ne partage pas ça. Mais bon, la loi le veut, ok, allons-y. Mais il faut qu'on soit à mesure d'identifier ces gens. Dès lors que vous n'avez même pas un document qui peut vous permettre de connaître, d'identifier les gérants et les commandants, bon, vous allez vous en sortir comment? Voilà pourquoi j'ai dit que dès lors qu'ils vont régulariser les situations, ils vont reprendre leur... Mais dans les conditions que nous fixons, ils ne doivent pas quitter le quai la nuit, ils doivent avoir le feu de positionnement, ils doivent respecter la charge requise ou le tonnage réservé au bateau. Ils doivent, nous avons rappelé les conditions de doter ces bateaux-là de, comment on appelle ça, des gilets de sauvetage. Bon, il faut en parler parce que nous sommes dans la navigation. Même si ça donne toujours l'idée d'un accident, on n'en peut rien, il faut toujours en parler. Majorité par les particuliers, vous venez tantôt de parler des embarcations en bois qui sont justement à la base de beaucoup d'accidents et une série de mesures vient d'être prise par vous. Avait justement le monopole de transport. Mais l'État s'est désengagé et on a transformé aujourd'hui l'ONATRA en une société commerciale. Et quand il s'agit du commerce, ce sont les lois de concurrence qui s'appliquent. Là où il y a la concurrence, ça veut dire qu'il y a la libéralisation, la liberté d'action. Et donc, dans notre contexte actuel, l'État ne peut plus avoir le monopole d'assurer les transports fluviaux. L'État donne les cadres. L'État fixe les règles du jeu. Vous parlez simplement, l'État est régulateur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, il faut écarter de l'idée, l'esprit que l'État doit avoir les monopoles du transport. Regardez, même dans notre vie, nous avons Transco, mais nous avons les privés. Nous avons le taxi, nous avons le taxibus, nous avons Esprit de Vie qui sont privés. Et donc, l'État, aujourd'hui, l'État n'a plus, du moins ce secteur-là, il n'a plus le monopole du transport. Donc, il donne les cadres, il est régulateur du transport. Nous encourageons, d'ailleurs, j'ai échangé avec les exploitants du secteur pour qu'ils puissent vraiment assurer cette tâche-là qui est économique, qui participe activement à la vie économique. Quelqu'un d'entre vous a parlé des taxes et des dépenses. Eh bien, ce sont des partenaires qui doivent travailler avec l'État dans ces secteurs-là. Donc l'État n'a pas, dans un cadre de liberté là, de marché, l'État ne peut pas parler de monopole, mais nous sommes plutôt un régulateur. C'est ce que d'ailleurs nous sommes en train de faire. Vous avez dit que fait l'État pour changer, c'est ça? Pour changer... C'est quoi la précision de la question? Arriver quand même à dire que le pays n'a pas assez d'embarcations viables. Oui, j'ai dit, merci, nous venons de lancer. J'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas, l'idée n'étant pas encore très mûre, je ne voudrais vraiment pas me risquer de l'annoncer, mais ce qui est, ils sont là. J'ai quand même échangé avec eux sur la possibilité d'avoir comment progressivement éradiquer les embarcations en bois, les remplaçant par des embarcations en acier. Donc, généralement, il y a quelques éléments que je venais de communiquer à nos amis. Soyez patients, le temps de mûrir pas avec le partenaire, parce que ce sera vraiment le partenaire important. En fait, j'ai dans la tête, il faut présenter ça au gouvernement, mais nous avons une conception du genre, vous voyez l'esprit de vie là, quand on a voulu chasser l'esprit de mort, il y a eu un mécanisme qui a été mis en place et nous sommes en train de réfléchir
avec les exploitants du secteur pour pouvoir maturer ces projets-là dans le secteur fluvial. Voilà un peu l'idée, c'est là, mais je ne sais pas rentrer dans les détails, d'autant plus que ce n'est pas encore solide. Donc voilà un peu l'idée, c'est un peu celle-là. Voilà, j'ai parlé aussi de coque, vous qui posez la question sur le bateau en acier, il y en a d'autres qui ont quelques problèmes, mais qui doivent aller régulariser leur situation. Donc, une liste des unités, par exemple, flottantes avec coque en acier interdite de naviguer. Je vais donner, il y en a quelques-uns, je vais donner juste à titre indicatif. On m'indique là, il y en a 37. Il y en a 37, mais je donne à titre indicatif. Là, c'est pour leur permettre d'aller passer leur contrôle technique, si vous voulez. Parlons simplement. Pour permettre d'aller passer leur contrôle technique. Parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils ont dépassé les délais. Donc, aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas fait. Donc, ils l'auront fait, ils vont revenir. Mais c'est pour se confirmer. Ce n'est pas souple. Ce n'est pas souple. C'est interdit. Il faut faire le contrôle pour se conformer à la réglementation. Je ne sais pas si c'est clair entre nous. On a ce temps s'ils ne le font pas. Mais s'ils ne le font pas, ils n'habitent pas. Mais ils vont le faire parce qu'ils ont intérêt. Voilà. Il y a, je cite, je ne rentre pas dans trop de détails, il y a par exemple les barges Tanganyika. Il y a, donc quand je cite le nom, techniquement on parle de devise délimitée. C'est-à-dire c'est le nom, la nomination. Il y a barge Tanganyika, il y a Mabanza, il y a Mbanza 2, il y a Nefertiti, il y a Aïcha, ça c'est à titre indicatif. Je vais vous donner la liste. Il y a Nefertiti 4, il y a Cristal, il y a Mama Rose, il y a HMCA, ainsi de suite. Pour les embarcations en bois, là il y en a à peu près 102. Il y en a à peu près 102, mais je vais citer quelques-uns. Il y a HB Bénédiction, HB Lit de la Vallée, HB Mukuna, HB Golf 01. Je passe à l'autre page, je prends comme ça. HB Sahara, HB Maman Sabine, ACM Grâce, HB Mwanantsuka Mudogo. Je passe à l'autre page, je prends HB Lydia, HB CM Bénédicte, HB Dieu est utile, HB Dieu est utile, HB Malanzi, HB La Récompense. Je prends comme ça. Et puis nous avons quelques personnels navigants, j'avais dit, qui sont obligés d'aller régulariser leur situation. Liste des membres d'équipage interdits de naviguer. Nous avons par exemple, il faut que je cite les noms des gens. Ce n'est pas important pour eux, hein? Mais voilà. Et donc, nous avons, ainsi vous aurez le document. Vous avez le document avec les noms des unités. Mais de l'ordre, c'est crédibiliser les secteurs. Aujourd'hui, si toutes ces mesures-là sont prises en compte, et je suis convaincu que nous y travaillons avec tous les gouvernements, et sous l'encadrement, bien entendu, du Premier ministre, donc nous y travaillons avec les instructions qui nous avaient été transmises par le chef de l'État, nous y travaillons pour arriver, c'est-à-dire que demain, vous, Eric Ambago, pouvez dire, bon, je sais que dans les secteurs, la réglementation est respectée, je peux me permettre de prendre ça. C'est ça l'idée en filigrane. Donc c'est pour vraiment crédibiliser les secteurs, fiabiliser les secteurs. Il ne faudrait pas, j'insiste, ce n'est pas un acharnement, mais c'est plutôt vraiment l'idée et de régulariser. Nous avons trop pleuré, nous devons prendre les responsabilités en main. Et je disais tout à l'heure dans la réunion avec les exploitants, il y a eu des gens qui ont eu du bonheur à détruire ces pays avec amour, passion et conviction. Nous, comme gouvernement des Warriors, à notre tête, Sama Lukonde, nous sommes déterminés à redresser ces pays avec volonté, colère, pour redresser ces pays. Et voilà, il faut commencer quelque part. Et dans ce sous-secteur-là, nous pensons que nous sommes en train de le faire. Ça sera long, mais il faut commencer. Ça sera long. Et j'ai dit, je rappelle, ça ce n'est qu'un rapport à mi-chemin sur ce qui a été fait dans la ville de Kinshasa. C'est pour un peu se représenter de l'étendue du problème. Donc le problème est immense. Si seulement rien que dans la ville de Kinshasa, imaginez-vous, nous avons 26 provinces. Nous avons, et nos voies navigables, c'est 17 000 km. Nos voies navigables. Donc vous imaginez l'ampleur du problème.
il faut commencer et ces mesures-là sont pédagogiques. Chacun là où il se trouve va comprendre que l'État n'est plus dans la chambre à coucher, l'État est revenu, il a quitté le salon, il est dans la rue, il fait son travail. Voilà un peu l'idée qu'il y a derrière toutes ces mesures que je vous ai convié à partager avec moi. Je sais que Tupia, il faut poser des questions sur Congo Airways, n'est-ce pas? C'est Eric Amgarego, n'est-ce pas? Voilà. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, Après toujours, après c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils êtes très rapide, et les chaînes moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Yabino, voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, Après toujours, après toujours, après c'est bon. Les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide, et les chaînes moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc